Dans l'entrepôt délabré de la périphérie lyonnaise, l'air était lourd comme un linceul de plomb. Les néons fatigués clignotaient par intermittence, projetant des ombres dansantes sur les murs de béton nu. C'était le genre d'endroit où les rêves venaient de mourir, où les espoirs s'éteignaient dans un murmure. La salle des enchères municipales n'accueillait que les oubliés objets saisis biens abandonnés, et aujourd'hui, des animaux dont personne ne voulait plus. Les chaises métalliques grinçaient sous le poids de l'indifférence. Une vingtaine de personnes dispersées dans la salle, leurs visages aussi froids que les murs qui les entouraient. Le commissaire-priseur M. Durand ajustait ses lunettes d'un geste mécanique, sa voix monocorde résonnant dans le vide comme un écho sans âme. Mesdames et messieurs, nous procédons maintenant au lot vivant. Dans la cage métallique portant le numéro 47, une silhouette recroquevillée tentait de se faire oublier. C'était un chien de taille moyenne, peut-être un croisé berger, mais il était difficile d'en être certain tant son pelage était terne et emmêlé. Ses côtes saillaient sous sa peau comme les touches d'un piano désaccordé. Chaque respiration semblait lui coûter un effort surhumain. Mais c'étaient ses yeux qui racontaient l'histoire la plus déchirante. Des yeux d'un brun profond, autrefois brillants peut-être. Maintenant voilés par une tristesse si ancienne qu'elle semblait faire partie de son ADN. Il ne regardait personne, ne cherchait aucun contact. Son regard était fixé sur un point invisible, comme s'il contemplait un souvenir lointain d'une époque où il avait encore de l'importance pour quelqu'un. Quand le commissaire-priseur s'approcha de sa cage, le chien ne bougea pas. Pas un frémissement de queue, pas un battement de cils. Il était comme une statue de désespoir sculptée par des années d'abandon et de négligence. Les autres chiens aboyaient, gémissaient, cherchaient désespérément l'attention. Lui restait silencieux, acceptant son destin avec une résignation qui brisait le cœur. Lot numéro 47, annonça le commissaire-priseur d'une voix dénuée d'émotion. Chien mâle, environ 7 ans, pas de papier, pas de nom connu. Trouvé errant depuis 3 mois. Mis à prix 1 euro. 1 euro. Le prix d'un café. Le prix d'une vie qui n'intéressait personne. Dans la salle, quelques ricanements étouffés se firent entendre. Qui voudrait d'un chien aussi abîmé? Les minutes s'écoulaient lourdes comme du mercure. Le marteau du commissaire-priseur planait dans l'air prêt à sceller un destin que tout le monde devinait tragique. Une fois, 2 fois, c'est alors qu'une main se leva au fond de la salle. Une main qui allait changer non pas une, mais plusieurs vies, car ce que personne ne savait encore, c'est que ce chien portait en lui un secret qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur le courage, la loyauté et la rédemption. Ellie Morrow n'était pas venu pour acheter quoi que ce soit. À 32 ans, ce professeur de philosophie au lycée, Stee, avait l'habitude de flâner dans les endroits insolites le samedi matin, cherchant l'inspiration pour ses cours sur l'existentialisme. Vêtu d'un jean usé et d'un pull bordeaux élimé au coude, il dégageait cette aura particulière des âmes sensibles qui voient le monde différemment. Ses cheveux châtains ébouriffés encadraient un visage aux traits doux, marqué par des cernes qui trahissaient ses nuits passées à corriger. Des copies et à ruminer sur le sens de la vie. Il était entré dans la salle des enchères par curiosité, attiré par l'étrangeté du lieu, cette antichambre de l'oubli où les objets attendaient une seconde chance. Debout près de la sortie, il observait la scène, avec le détachement du philosophe jusqu'à ce que son regard croise celui du chien numéro 47. Ce fut comme une décharge électrique. Un coup de poing dans l'estomac. Dans ses yeux canins, il reconnut quelque chose de terriblement familier, le même vide qu'il avait vu dans le miroir après la mort de sa sœur 2 ans auparavant. Le temps sembla se suspendre. Ellie et le chien se regardaient à travers la distance qui les séparait, 2 âmes brisées, reconnaissant leur douleur mutuelle. Le chien, pour la première fois depuis des semaines, leva légèrement la tête. Ses oreilles se dressèrent imperceptiblement comme s'il percevait une fréquence que lui seul pouvait entendre. C'était plus qu'un simple regard. C'était une conversation silencieuse, un dialogue entre 2 êtres qui avaient touché le fond et cherchaient encore une raison de continuer. Et il sentit de sa gorge se serrer. Il vit dans ses yeux canins tout ce qu'il avait lui-même ressenti, l'abandon, la trahison, la perte de confiance en l'humanité, mais aussi une étincelle, minuscule, presque invisible, mais présente. Une étincelle qui disait « peut-être qu'il reste encore quelque chose à sauver ». Les autres personnes dans la salle n'existaient plus.
Le marteau du commissaire-priseur flottait dans l'air au ralenti. Eli sentit ses jambes bouger avant même que son cerveau n'ait pris la décision. Sa main se leva tremblante mais déterminée. 50 €, entendit-il sa propre voix dire. Faisy, surpris par la fermeté du ton. Un murmure parcourut l'assistance. 50 € pour ce chien. Le commissaire-priseur haussa un sourcil, mais professionnellement annonça 50 € pour le lot 47. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Tandis qu'il s'approchait de la cage, Eli sentait son cœur battre comme un tambour de guerre. Qu'est-ce que je viens de faire? La voix de la raison tentait de se faire entendre. Il vivait seul dans un petit appartement, travaillait de longues heures, n'avait jamais eu d'animal. Mais une voix plus profonde, celle de l'instinct, peut-être lui soufflait qu'il n'avait pas eu le choix. On ne choisit pas les âmes qu'on doit rencontrer, se rappela-t-il d'une citation de Rumi qu'il aimait partager avec ses élèves. Elles nous trouvent quand nous en avons le plus besoin. En signant les papiers, ses mains tremblaient légèrement. Le responsable du refuge lui tendit la laisse avec un regard qui oscillait entre la pitié et le soulagement. Il s'appelle juste 47. Pas très causant celui-là, bonne chance. Eli s'agenouilla devant la cage ouverte. Le chien ne bougeait pas comme s'il n'osait croire que la porte était vraiment ouverte. « Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, » murmura Eli d'une voix douce comme une caresse, « mais je te promets que ça s'arrête aujourd'hui. » Pour la première fois, la queue du chien remua. Un mouvement infime, à peine perceptible, mais c'était là. Un début, un espoir. Le commencement d'une histoire qui allait prouver que parfois les plus grandes aventures commencent par le plus simple des gestes. Tendre la main à celui qui en a besoin. L'écho du marteau résonnait encore dans la salle glaciale quand Eli s'approcha du podium pour finaliser l'adoption. Autour de lui, les murmures s'intensifiaient comme une marée montante. 50 € pour cette épave. Ricana un homme bedonnant près de la sortie. Il aurait pu avoir un chiot en bonne santé pour ce prix-là. Mais Eli n'entendait plus rien. Ses doigts tremblaient légèrement en signant les documents, non pas de doute, mais d'une émotion qu'il n'arrivait pas à nommer. Le greffier, un quinquagénaire au visage buriné par des années de désillusions administratives, le regardait avec un mélange de curiosité et de compassion. « Vous êtes sûr, monsieur? Ce chien, il n'a pas eu une vie facile. Les précédents intéressés ont tous renoncé. »« Justement, » répondit Eli, sa voix portant une conviction qu'il ne se connaissait pas. « C'est exactement pour ça qu'il a besoin de quelqu'un maintenant. » Le responsable du refuge apporta une laisse usée rapiécée avec du scotch à plusieurs endroits. Quand il ouvrit la cage, le chien resta immobile comme pétrifié par des années de déception. Ses pattes tremblaient légèrement et Eli réalisa avec un pincement au cœur que l'animal s'attendait probablement à être emmené vers une fin encore plus sombre. « Viens, » murmura Eli s'agenouillant pour être hauteur. On rentre à la maison. Le mot « maison » sembla flotter dans l'air entre eux chargé de promesses qu'aucun des deux n'osait encore croire. Le chien fit un pas hésitant, puis un autre comme s'il marchait sur un sol qui pourrait s'effondrer à tout moment. La sortie de la salle des enchères fut un moment suspendu dans le temps. Eli marchait lentement, ajustant son pas à celui du chien qui le suivait avec une prudence de vieux soldat. Chaque pas semblait coûter un effort monumental à l'animal, non pas physiquement, mais émotionnellement. C'était comme s'il portait le poids de toutes les promesses brisées sur ses épaules voûtées. Le couloir de sortie s'étendait devant eux comme un tunnel vers l'inconnu. Les néons froids projetaient leurs ombres entremêlées sur le sol de béton fissuré. Eli pouvait entendre la respiration saccadée du chien, sentir sa peur palpable à travers la laisse tendue. Mais il y avait autre chose aussi. Une curiosité timide, peut-être même un soupçon d'espoir. Quand ils franchirent les portes automatiques, la lumière du jour les accueillit comme une bénédiction. Le chien cligna des yeux éblouis. Combien de temps était-il resté dans cette cage sombre? Eli sentit sa gorge se serrer en imaginant les jours, les semaines, peut-être les mois d'attente dans ce purgatoire de béton. L'air frais d'octobre portait l'odeur des feuilles mortes et de la pluie récente. Le chien leva le museau, ses narines frémissant, pour capturer ces parfums oubliés de liberté. C'était un petit geste, mais pour Eli, c'était comme voir quelqu'un respirer. À nouveau après avoir failli se noyer. Debout sur le parking, regardant ce chien abîmé par la vie, respirer l'air libre, Eli eut une révélation fulgurante.
Je ne suis pas en train de le sauver, pensa-t-il, les larmes menaçant de déborder. C'est lui qui est en train de me sauver. Depuis la mort de Clara, sa sœur, il avait vécu comme un automate. Enseigner et rentrer dormir, répéter. Son appartement était devenu un tombeau de souvenirs, son cœur une forteresse imprenable. Et voilà que ce chien, cet être brisé, qui ne demandait rien, venait de créer une fissure dans ses défenses. Il comprit soudain pourquoi il avait levé la main. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. La reconnaissance d'une âme perdue pour une autre deux naufragés s'accrochant l'un à l'autre dans l'océan de la solitude. La vieille Pelay Peugeot 36 d'Élie tout sauta en démarrant comme pour protester contre cette mission de sauvetage improvisée. Le chien monta avec difficulté ses pattes arrière, tremblant sous l'effort. Une fois installé sur la couverture qu'Eli avait étendue, sur le siège, il se recroquevilla dans le coin, essayant de se faire aussi petit que possible. Le trajet se fit dans un silence contemplatif, ponctué seulement par le ronronnement du moteur et le bruissement des arbres le long de la route. Parfois, Eli jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, vérifiant que son passager silencieux était toujours là, qu'il n'avait pas rêvé toute cette scène. L'appartement d'Élie, au 3e étage d'un immeuble haussmannien du 7e arrondissement de Lyon, n'avait jamais accueilli d'autres présences vivantes que ces plantes vertes, et encore la moitié avait rendu l'âme faute de soins. Mais ce soir-là, il se transforma en sanctuaire de guérison. Le chien resta d'abord près de la porte comme s'il n'osait pas pénétrer. Plus avant dans cet espace inconnu, Élie ne le pressa pas. Il avait appris de ses lectures sur le traumatisme que la patience était la clé. Il prépara méthodiquement un coin douillet près du radiateur, une vieille couverture de Clara qu'il n'avait jamais pu se résoudre. Ajouter un bol d'eau fraîche, quelques croquettes de qualité achetées en urgence chez le vétérinaire. Tu peux explorer quand tu veux. C'est, dit-il doucement, s'asseyant en tailleur à distance respectueuse. Ici, tu es chez toi. Les heures s'écoulèrent. Élie corrigeait ses copies, jetant régulièrement des coups d'œil vers son invité immobile. Puis, comme mu par un ressort invisible, le chien fit 3 pas hésitants vers le bol d'eau. Il but longuement, avec une soif qui semblait venir du plus profond de son être. C'était un début. Les jours suivants établirent une routine délicate. Eli se levait plus tôt pour préparer la nourriture, mélangeant les croquettes avec un peu de bouillon tiède pour les rendre plus appétissantes. Il parlait constamment d'une voix douce et mélodique, racontant sa journée, ses cours, ses élèves. Le chien l'écoutait ses oreilles, pivotant pour suivre sa voix, même si son corps restait figé dans une vigilance perpétuelle. Malgré la douceur d'Eli, le chien restait prisonnier de ses traumatismes invisibles. Il sursautait au moindre bruit, une porte qui claque, une sirène dans la rue, même le tintement de la vaisselle. Ses repas étaient avalés avec une urgence désespérée, comme s'il craignait qu'on les lui retire. Il ne dormait que par intermittence, toujours en position de fuite, prêt à bondir. Le plus déchirant était son refus obstiné de tout contact physique. Quand Eli tendait la main pour le caresser, le chien se raidissait. Ses muscles tendus comme des cordes de violon. Pas d'agressivité, juste une terreur muette qui parlait de coups reçus, de trahisons subies. Ses yeux suivaient chaque mouvement avec une intensité épuisante, analysant, calculant le danger potentiel. La nuit, Eli l'entendait parfois gémir. Dans son sommeil, des plaintes sourdes qui ressemblaient à des appels au secours en morse. Quel cauchemar hantait ses nuits! Quelle mince cruelle avait brisé sa confiance au point qu'une caresse lui semblait plus menaçante qu'une tempête. « On a tout le temps ?» murmurait Eli dans l'obscurité, sachant que le chien l'entendait. « Je ne partirai pas, je te le promets. » Mais les promesses, le chien en avait probablement entendu tant qui avait été brisé. Les mots n'étaient que du vent. Seuls les actes comptaient jour après jour, heure après heure. Au fil des jours, Eli commença à décoder le langage silencieux de son compagnon. La façon dont il se positionnait toujours dos au mur révélait un besoin viscéral de surveiller toutes les issues. Son refus de manger, si Eli restait dans la pièce, parlait d'une vulnérabilité trop douloureuse à exposer. Les moments où il fixait le vide, sonnent, comme absents, étaient probablement des flashbacks d'une vie antérieure qu'Eli ne pouvait qu'imaginer. Un soir, en rentrant plus tard, que d'habitude Eli trouva le chien prostré dans un coin tremblant de tous ses membres. Il avait uriné sur lui-même trop, si terrorisé pour bouger.
La culpabilité transperça Eli comme une lame. Oh mon Dieu, je suis désolé, murmura-t-il, les larmes. Carnal coulant librement. Je ne t'abandonnerai jamais, tu m'entends jamais. C'est ce soir-là qu'il comprit l'ampleur du traumatisme. Ce n'était pas juste de la négligence que ce chien avait subie. C'était un abandon systématique, une trahison de la confiance si profonde qu'elle avait reconfiguré son cerveau pour ne plus jamais espérer. Guérir demanderait plus que de la nourriture et un toit. Il faudrait reconstruire brique par brique sa foi en l'humanité. La percée arriva un matin pluvieux de novembre. Ellie, épuisé, par une nuit de correction, s'était endormi sur le canapé. Il se réveilla avec une sensation étrange de chaleur contre sa jambe. Le chien s'était approché pendant son sommeil et s'était couché tout contre lui, juste assez proche pour sentir sa présence sans vraiment le toucher. Ellie retint son souffle, n'osant pas bouger. C'était comme si un papillon s'était posé sur sa main. Le moindre mouvement pourrait le faire s'envoler. Ils restèrent ainsi pendant 1 heure dans un silence complice qui valait tous les discours. Petit à petit, d'autres signes apparurent. Un battement de queue timide quand Eli rentrait. Un regard qui s'attardait 1 seconde. De plus avant de se détourner. La distance maintenue qui se réduisait imperceptiblement, centimètre par centimètre. C'était une danse lente, hésitante, mais c'était une danse quand même. L'espoir fragile comme un nouveau-né commençait à prendre racine. C'était un dimanche matin brumeux quand tout bascula. Eli avait enfin gagné assez la confiance du chien pour tenter un brossage. Délicat. Ses doigts glissaient avec précaution dans le pelage emmêlé quand ils rencontrèrent quelque chose de dur sous la fourrure épaisse. Du coup, avec une patience d'archéologue, Eli dégagea l'objet. C'était un collier militaire en nylon noir usé but robuste. Une plaque métallique pendait ternie par le temps. Les mains tremblantes, il la nettoya avec un chiffon humide. Les lettres apparurent peu à peu comme des fantômes émergent du brouillard. Shadow, K9, 132e RI. Shadow, murmura Ellie et le chien dressa brusquement les oreilles, son corps entier se raidissant. C'était la première fois qu'il réagissait. Un mot avec une telle intensité. C'est ton nom, Shadow. Le chien. Shadow le fixa avec une intensité nouvelle. Dans ses yeux, Eli vit passer une parade d'émotions surprises, douleur et quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Comme si, après une longue amnésie, quelqu'un venait de lui rappeler qui il était. Sur la face intérieure de la plaque, Eli distingua un code QR à moitié effacé et un numéro de série. Son cœur s'accéléra. Ce n'était pas n'importe quel chien qui l'avait sauvé. Shadow avait une histoire, une identité, peut-être même quelqu'un qui le cherchait. La question était, fallait-il remuer, mais se passer, ou laisser Shadow construire un nouveau futur? Le docteur Martine Dubois, vétérinaire spécialisé dans les animaux militaires, examina la plaque avec un mélange de respect et de tristesse. 132e régiment d'infanterie, dit-elle doucement. Ils étaient basés en Afghanistan. Shadow est un chien de guerre, Monsieur Moreau, un héros à 4 pattes. Elle scanna la puce avec son lecteur. Les données apparurent sur l'écran, racontant une histoire que les mots peinaient à contenir. Shadow Berger belge, malinois, croisé né le 15 mars 2016. Formé à la détection d'explosifs. Déployé en Afghanistan de 2018 à 2021. Son maître chien Sergeant Logan Price. Statut MEA, Missing in Action depuis une mission le 23 août 2021. Mon Dieu, souffla Eli, ses jambes menaçant de céder. Il regarda Shadow qui s'était recroquevillé dans un coin de la salle d'examen, tremblant au son des instruments métalliques. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon brave? Le docteur Dubois tapota sur son ordinateur, fronçant les sourcils. C'est étrange. Selon les registres, Shadow a été déclaré mort avec son maître lors d'une embuscade. Comment a-t-il pu se retrouver dans un refuge à Lyon 3 ans plus tard? La pièce sembla se charger d'électricité. Shadow gémit doucement un son qui ressemblait étrangement à un appel de détresse. Ellie s'agenouilla près de lui, posant délicatement sa main sur son flanc. Pour la première fois, Shadow ne se déroba pas. Au contraire, il se pressa contre lui comme si la révélation de son identité avait ouvert une vanne émotionnelle trop longtemps fermée. Cette nuit-là, les cauchemars de Shadow prirent une nouvelle dimension. Ses gémissements se transformèrent en aboiements étouffés, ses pattes s'agitant frénétiquement, comme s'il courait.
Eli, incapable de dormir, s'assit près de lui, témoin impuissant de batailles invisibles. Dans l'esprit de Shadow, les souvenirs déferlaient comme une tempête de sable, le désert afghan implacable et brûlant, l'odeur âcre de la poudre et de la peur, les ordres criés en français. Shadow cherche la confiance absolue entre lui et Logan, ce lien sacré forgé dans le feu. Et le danger. Ils avaient sauvé tant de vies ensemble, détectant des bombes artisanales cachées sur les routes poussiéreuses. Puis, ce jour maudit. La patrouille de routine qui avait mal tourné. L'explosion qui avait déchiré l'air comme un cri de fin du monde. Shadow projeté dans les airs, atterrissant durement du sang, pas le sien, maculant son pelage. Logan, où était Logan? Il l'avait cherché rampant à travers les décombres, ignorant sa patte blessée, mais ne trouvant que le chaos et la fumée. Les jours suivants étaient flous. La faim, la soif, l'errance dans un pays hostile. Des mains étrangères, certaines cruelles, d'autres indifférentes. Un long voyage dans la soute d'un avion. Des cages, des refuges, l'attente interminable. Et l'oubli progressif miséricordieux, parfois cruel souvent, qui avait englouti son identité jusqu'à ce qu'il ne soit plus que le numéro 47. Elle y caressa doucement la tête de Shadow, murmurant des mots apaisants. « C'est fini, mon brave. Tu es en sécurité maintenant. » Les souvenirs déferlaient comme une tempête de sable. Le désert afghan implacable et brûlant. L'odeur âcre de la poudre et de la peur. Mais de la gratitude mêlée d'une tristesse infinie. Les premières alertes furent subtiles, presque imperceptibles. Une voiture noire garée trop longtemps devant l'immeuble. Le même homme, en imperceptible beige, croisant leur chemin lors des promenades matinales. Des bruits de pas dans l'escalier qui s'arrêtaient devant leur porte pour repartir aussitôt. Ellie, habituée à la tranquillité de sa vie de professeur, sentait une tension nouvelle envahir son quotidien. Shadow fut le premier à manifester une inquiétude. Si palpable. Son entraînement militaire enfoui, mais pas oublié, refaisait surface. Il grognait sourdement quand des inconnus s'approchaient trop près, ses muscles se tendaient à chaque bruit suspect. La nuit, il montait la garde près de la fenêtre, scrutant la rue, avec une vigilance qui rappelait ses années de service. Un soir, en rentrant de ses courses, Eli trouva sa boîte aux lettres forcées. Rien n'avait été volé, mais un message était clair, quelqu'un cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Son sang se glaça quand il réalisa que la révélation de l'identité de Shadow avait peut-être réveillé des fantômes, qui auraient dû rester enterrés. « Qu'est-ce que tu sais, Shadow? » murmura-t-il en caressant la tête du chien. « Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? » La réponse vint 3 jours plus tard sous la forme d'une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une photo floue de Shadow en Afghanistan et un message laconique « Ce chien ne devrait pas être vivant. » Certains secrets doivent rester enterrés dans le désert. La menace était voilée, mais réelle. Shadow n'était pas seulement un survivant, il était un témoin. La transformation d'Eli fut remarquable. Le professeur de philosophie paisible se mua en gardien féroce. Il changea les serrures, installa une caméra de sécurité, modifia leurs itinéraires de promenade. Mais plus important encore, il renforça le lien avec Shadow, comprenant que leur survie dépendait de leur unité. Les soirées se passaient désormais à double tour, rideau tiré. Eli avait acheté un bâton de marche solide, prétextant des douleurs aux genoux. Mais Shadow savait. Il voyait la détermination dans les yeux de son humain, reconnaissait l'instinct protecteur qu'il avait vu chez Logan. « Je ne les laisserai pas te reprendre », promit Eli une nuit, tenant Shadow serré contre lui après qu'une tentative d'effraction les ait réveillés. « Quoi qu'il se soit passé là-bas, quoi que tu saches, nous l'affronterons ensemble. » Shadow lécha doucement la main d'Eli, un geste rare d'affection qui valait toutes les médailles du monde. Ensemble, ils formaient une forteresse improbable contre les ombres du passé qui cherchaient à les engloutir. Dans le silence de leur appartement-forteresse, Eli contemplait leur situation avec la lucidité du philosophe qu'il était. « Le passé n'est jamais vraiment mort », pensa-t-il, se remémorant les mots de Faulkner. « Il n'est même pas passé. » Shadow, roulé en boule à ses pieds, semblait porter le poids de secrets qui dépassaient la simple survie. Quel témoignage ses yeux avaient-ils enregistré? Quelle vérité dérangeante son existence même révélait-elle? « Nous ne pouvons pas fuir éternellement », murmura Eli dans l'obscurité. « Tôt ou tard, nous devrons faire face à tes démons. Mais pas seul, plus jamais seul. » La résolution qui grandit en lui cette nuit-là était comme une flamme dans la tempête. Il ne s'agissait plus seulement de protéger un chien traumatisé.
Il s'agissait de justice de vérité, de rédemption. Shadow méritait de connaître la paix, mais pour cela, il devrait d'abord affronter la guerre qui continuait à faire rage dans les ombres. Le philosophe en lui savait que parfois, pour trouver la lumière, il faut d'abord traverser les ténèbres les plus profondes. Et il était prêt à faire ce voyage pour Shadow, pour Logan, pour tous ceux que le silence avait enterrés. La recherche de Logan Price commença comme une quête impossible. Déclaré mort, son nom n'apparaissait que dans les nécrologies militaires et les rapports classifiés. Mais Ellie, armé de détermination et de l'aide précieuse du docteur Dubois, refusa d'abandonner. Si Shadow avait survécu contre toute attente, pourquoi pas son maître? La percée vint d'une source inattendue, un forum d'anciens combattants, où un message anonyme répondait à ses recherches. « Je connais l'homme que vous cherchez. Il vit, mais ce n'est plus le même. Café de la Paix, place Bellecour, jeudi 14 heures. » Ce jeudi-là, le cœur d'Eli battait comme un tambour de guerre, tandis qu'il entrait dans le café avec Shadow. L'animal habituellement calme montrait des signes d'agitation extrême, reniflant l'air avec frénésie. Puis soudain, il se figea. Un gémissement sourd s'échappa de sa gorge, un son qu'Eli ne lui avait jamais entendu produire. Dans le coin le plus sombre du café, un homme était assis seul. La quarantaine. Les cheveux grisonnants prématurément, le visage marqué par des cicatrices qui racontaient des histoires, que les mots ne pourraient jamais exprimer. Ses mains tremblaient légèrement autour de sa tasse de café et ses yeux portaient le même vide hanté que Shadow avait eu le jour de leur rencontre. « Logan Price ?» demanda Eli doucement. L'homme leva les yeux et son regard tomba sur Shadow. Le temps sembla s'arrêter. La tasse glissa de ses mains, se fracassant sur le sol dans un bruit qui fit sursauter tout le café. Mais ni Logan ni Shadow n'entendirent. Ils n'existaient plus que l'un pour l'autre. « Shadow ?» Le nom s'échappa des lèvres de Logan comme une prière, comme un pardon, comme une résurrection. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'il ne chercha même pas à retenir. « Mon Dieu, Shadow, tu es vivant !» Le chien s'élança, oubliant toute sa réserve, toute sa méfiance durement acquise. Il sauta sur Logan, léchant son visage gémissant, pleurant à sa manière canine. Ses pattes griffeyaient désespérément comme s'il cherchait à s'assurer que c'était réel, que son humain était vraiment là. Logan l'enveloppa dans ses bras, enfouissant son visage dans la fourrure de Shadow. Son corps était secoué de sanglots qui semblaient venir du plus profond de son âme. « Je suis désolé, tellement désolé. Je t'ai cherché. Je te jure que je t'ai cherché. » Les autres clients du café regardaient la scène, certains sortant discrètement leurs mouchoirs. Le serveur s'approcha pour nettoyer la tasse brisée, mais se ravisa comprenant qu'il était témoin de quelque chose de sacré. Eli lui-même avait les larmes aux yeux, bouleversé par l'intensité de ses retrouvailles. « Ils m'ont dit que tu étais mort », sanglota Logan, Teen et Shadow, comme s'ils craignaient qu'il disparaisse à nouveau. « Ils m'ont dit que je délirais quand je disais t'avoir entendu aboyer après l'explosion. J'ai voulu retourner te chercher, mais ils m'ont évacué de force. » Shadow répondait par de petits jappements, des sons qu'Eli ne lui avait jamais entendus, comme s'il racontait ses propres souffrances, sa longue errance, son attente désespérée. C'était une conversation que seuls eux deux pouvaient comprendre, forgée dans le feu de leur service commun, et cimentée par leur amour mutuel. Une fois le premier choc passé, installé dans un coin plus tranquille du café, Logan commença à raconter. Sa voix était rauque, brisée par l'émotion et les souvenirs douloureux. « C'était censé être une patrouille de routine, » dit-il, ses doigts caressant machinalement la tête de Shadow, qui ne l'avait pas quitté d'un centimètre. Mais les renseignements étaient faux. C'était un piège. L'IED, l'explosion, elle a tué 3 de mes frères d'armes instantanément. Il marqua une pause, avalant difficilement. Shadow m'a sauvé la vie ce jour-là. Il a détecté la deuxième bombe, m'a poussé hors de sa trajectoire. L'explosion l'a projeté. Je l'ai vu voler dans les airs. Et puis plus rien. Quand je me suis réveillé à l'hôpital de campagne, on m'a dit qu'ils n'avaient trouvé aucune trace de lui, qu'il était présumé mort. Les larmes coulaient librement sur ses joues scarifiées. J'ai supplié qu'on me laisse retourner le chercher. J'ai même essayé de m'échapper de l'hôpital. Ils ont dû me mettre sous sédatif. Quand ils m'ont rapatrié, une partie de moi est morte avec toi, Shadow. Il se tourna vers Eli, ses yeux brillants de gratitude et de douleur mêlée. Mais il y a plus. Cette mission, nous avions découvert quelque chose, des preuves de trafic d'armes impliquant des gradés. C'est pour ça qu'ils voulaient nous faire taire. C'est pour ça que Shadow était en danger. Il était le seul témoin survivant avec moi. L'atmosphère s'alourdit. Les menaces qu'Eli avait reçues prenaient soudain un sens terrifiant. Shadow n'était pas seulement un survivant. Il était la clé d'un scandale qui pouvait ébranler des fondations militaires.
L'histoire de Shadow et Logan explosa dans les médias comme une bombe de vérité et d'émotion. Le chien héros oubliait l'incroyable odyssée de Shadow, titrait Le Figaro. Les chaînes de télévision se bousculaient pour obtenir des interviews. Mais ce qui transforma vraiment l'affaire fut le courage de Logan qui décida de tout révéler. Face aux caméras, tenant Shadow dans ses bras, il raconta non seulement leur histoire de survie et de retrouvailles, mais aussi les sombres secrets qu'ils avaient découverts. Les preuves que Logan avait précieusement conservées, malgré les menaces, furent remises aux autorités compétentes. L'enquête qui s'ensuivit révéla un réseau de corruption qui fit tomber plusieurs têtes haut placées. Shadow n'est pas juste un chien, déclara Logan lors d'une conférence de presse mémorable. Il est le symbole de tous ceux qui servent dans l'ombre, qui risquent tout pour protéger les autres, et qui sont parfois abandonnés par ceux-là même qu'ils protègent. Son histoire, c'est l'histoire de milliers de soldats et d'animaux militaires qui méritent mieux. Eli, resté discrètement en retrait, regardait avec fierté l'homme et le chien qu'il avait contribué à réunir. Les journalistes avaient tenté de faire de lui le héros de l'histoire, mais il avait décliné. « Le vrai héros, c'est Shadow », répétait-il, « et Logan. Je n'ai été que le pont entre leur passé et leur futur. » La France entière fut touchée par cette histoire. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, un Justice pour Shadow devenant viral. Des pétitions circulèrent pour améliorer le suivi des animaux militaires. L'opinion publique émue et indignée exigea des réformes. La vague d'émotions se transforma rapidement en actions concrètes. Les dons affluèrent de toute la France et même de l'étranger. Des vétérans, des civils, des amoureux des animaux, tous voulaient contribuer à quelque chose de plus grand. C'est ainsi que naquit l'idée du centre Eco Watch. Logan et Eli, devenus amis inséparables liés par leur amour pour Shadow, décidèrent d'utiliser les fonds pour créer un refuge unique. Eco Watch ne serait pas seulement un lieu pour les animaux militaires abandonnés, mais aussi un centre de thérapie pour les vétérans souffrant de stress post-traumatique. Les chiens et les soldats partagent souvent les mêmes blessures invisibles, expliqua Logan lors de l'inauguration. Qui de mieux pour les comprendre qu'eux-mêmes? Le centre, installé dans une ancienne ferme à la périphérie de Lyon, devint rapidement un sanctuaire de guérison. Les vétérans venaient travailler avec les chiens, partageant leur silence, leur douleur et progressivement leur guérison. Shadow, devenu la mascotte officielle, accueillait chaque nouveau pensionnaire avec la sagesse de celui qui avait traversé l'enfer et en était revenu. Eli, tout en continuant son enseignement, consacrait ses week-ends au centre. Il avait développé un programme unique combinant philosophie et thérapie animale. Parfois, disait-il à ses groupes, les plus grandes leçons de vie viennent de ceux qui ne parlent pas notre langue. Le centre devint un modèle inspirant des initiatives similaires dans toute l'Europe. Des délégations venaient étudier leur approche innovante de la guérison mutuelle entre humains et animaux traumatisés. Les années passèrent tissant leur toile de jour paisible sur les vies autrefois brisées. Shadow, maintenant grisonnant, se déplaçait plus lentement, mais sa présence n'en était que plus majestueuse. Il était devenu une légende vivante, un symbole d'espoir pour tous ceux qui franchissaient les portes d'Eco Watch. Chaque matin, on pouvait le voir faire sa ronde, s'arrêtant près de chaque chien nouvellement arrivé. Comme pour leur dire « Je sais, j'ai vécu ça. Mais regarde, on peut s'en sortir. » Les vétérans le recherchaient particulièrement, trouvant dans ses yeux sages un réconfort que les mots ne pouvaient apporter. Logan et Eli avaient aménagé une suite spéciale pour Shadow avec vue sur les collines. Mais le vieux guerrier préférait encore dormir à l'entrée du centre, montant la garde une dernière fois, veillant sur sa famille élargie avec la dévotion qui l'avait toujours caractérisé. « Il n'a pas seulement été sauvé », répétait souvent Logan, caressant la tête de Shadow endormi sur ses genoux. « Il nous a tous sauvés. Il nous a rappelé ce que signifie la loyauté, le courage, et surtout la capacité de pardonner et de recommencer. » L'histoire de Shadow nous enseigne que derrière chaque être abandonné se cache un potentiel de grandeur, que les blessures les plus profondes peuvent devenir les fondations des plus belles reconstructions, que parfois sauver une vie, c'est en sauver 1000 autres. Aujourd'hui, des milliers de Shadow attendent dans des refuges, pourtant leurs propres histoires de bravoure oubliées. Des milliers de Logan luttent en silence avec leurs démons. Et quelque part, un Eli hésite à tendre la main, ne sachant pas qu'il s'apprête à changer le monde. Cette histoire n'est pas une fin, c'est une invitation. Une invitation à regarder au-delà des apparences, à tendre la main, à croire en la rédemption.
Si l'histoire de Shadow vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'espoir. Chaque partage peut être le déclic qui poussera quelqu'un à adopter, à aider à croire à nouveau. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires extraordinaires qui prouvent que l'humanité, malgré ses failles, reste capable de miracles quotidiens. Activez les notifications pour ne manquer aucune de ces pépites d'espoir qui illuminent notre monde parfois sombre. Like cette vidéo si elle vous a ému. C'est un petit geste qui nous aide énormément à toucher plus de cœurs, à sauver plus de vies. Les centres comme EcoWatch existent partout en France et ont désespérément besoin de votre soutien, que ce soit par un don du bénévolat ou simplement en parlant d'eux autour de vous. Chaque action compte. Recherchez les refuges près de chez vous. Ils abritent des dizaines de shadows qui attendent leur élail. Les associations de vétérans aussi méritent notre attention. Ils ont donné pour notre sécurité. C'est à notre tour de leur tendre la main. N'oubliez pas, adopter, c'est sauver deux vies, celle que vous accueillez et celle qui prendra sa place au refuge. Si vous ne pouvez pas adopter, vous pouvez parrainer, faire du bénévolat ou simplement sensibiliser votre entourage. Votre voix compte. Partagez dans les commentaires vos propres histoires de sauvetage, vos moments de connexion avec un animal, vos réflexions sur le lien unique qui unit les humains et leurs compagnons à quatre pattes. Avez-vous un shadow dans votre vie? Êtes-vous un Eli qui a tendu la main? Ou peut-être un Logan qui a retrouvé l'espoir? Vos témoignages inspirent et encouragent d'autres à franchir le pas. Ensemble, créons une chaîne de compassion qui prouve que l'amour et la fidélité transcendent les espèces. Car au final, sauver un animal, c'est affirmer notre propre humanité. C'est choisir l'espoir plutôt que l'indifférence, l'action, plutôt que la résignation. Parce que chaque vie compte. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée. Parce qu'ensemble, nous pouvons changer le monde une patte à la fois.